Alors, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. On en était à l'exercice 10. On avait déjà traité la première question. On est allé jusqu'au petit c ou pas? Vous m'entendez? Oui, madame. On est arrivé au petit c? Oui, madame. Oui, d'accord. Alors, donc la première question, alors je vous rappelle ce qu'on avait, hein. On avait une piste sur laquelle, alors sur la partie AB, il n'y avait pas de frottement. Sur la partie BC, un frottement défini par un coefficient mu D1. Et sur la partie CD, sur la partie inclinée, on avait un frottement défini par un coefficient de frottement mu D2. Alors, deuxième question. Représenter, on a déjà étudié ce qui se passait dans la question 1, ce qui se passait sur la partie AB, la partie sans frottement. Alors maintenant, les parties avec frottement. Question 2, représenter qualitativement les forces appliquées au point N sur la partie BC. Trouver l'expression de l'accélération de la masse au point N. On pose BC égale R, déduire l'expression de la vitesse au point C du trajet. Question 3, on donne G égale 10 mètres par seconde au carré et l'angle alpha, donc l'angle d'inclinaison du plan CD. Alpha égale 20 degrés, mu D2 égale 0,5 et CD égale R. Calculer l'accélération de M sur la partie inclinée. Si la vitesse initiale de M est nulle, une faute d'orthographe ici, quelle doit être la valeur de mu D1 pour que la masse s'arrête au point D? Et dernière question, dans le cas où VA est nul, est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt sur CD et justifier votre réponse? Alors, on va à la solution. Alors, on y va. Je vous rappelle les résultats qu'on avait trouvés. Donc, on avait V égale, alors V a une position quelconque définie par l'angle θ. Alors, je vous rappelle ce que c'est que l'angle θ. C'est l'angle qu'il y a entre la direction de l'horizontale et la direction du rayon qui va vers notre position petit m. Alors, on avait trouvé que V, c'était racine de 2GR sinus θ plus VA carré et qu'au point B, qui est le point le plus bas de notre arc de cercle, θ étant égal à pi sur 2, eh bien VB, c'était racine de 2GR plus VA au carré. Donc, il suffisait de mettre θ égale pi sur 2, donc sinus θ égale 1. Alors, on en arrive donc à la deuxième question. La deuxième question, ça concerne la partie BC. On vous demande de représenter qualitativement les forces appliquées à la particule au point M. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force? Il faut déjà faire l'inventaire des forces, savoir quelles sont les forces et ensuite les représenter. Alors, il y a le poids qui est toujours présent. Et puis, il y a la force de contact qui va être, dans la mesure où il y a des frottements, la force de contact va être inclinée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Alors, je vous avais dit la dernière fois qu'il faut toujours, quand on vous demande de représenter les forces, il faut toujours représenter l'orientation du vecteur vitesse. On va du point B au point C, donc le vecteur vitesse est orienté vers la droite et notre force de contact, elle va être penchée vers l'arrière par rapport au sens du déplacement, donc par rapport au sens du vecteur vitesse. Donc, la représentation qualitative, ça va consister à représenter le poids,
et à représenter la force de contact penchée vers l'arrière, alors de sorte à ce que sa composante verticale soit opposée au point. D'accord? Puisque l'accélération étant horizontale, il n'y a pas de composante verticale pour l'accélération. Donc, la somme de toutes les composantes verticales doit vous donner 0. Donc, cette composante C perpendiculaire, il faut qu'elle soit de même longueur que la longueur du vecteur qui représente le point. Voilà, donc pour les forces représentées de manière qualitative. Alors, ça nous donne tout de suite une indication sur le sens du vecteur accélération, puisque la force de contact est penchée vers l'arrière, eh bien, ça veut obligatoirement dire que notre vecteur accélération va être orienté vers l'arrière, donc ici vers la gauche. C'est bon, vous avez des questions? Madame, le sens de l'accélération, est-ce toujours le sens de la force de contact? Ben, l'accélération, elle a toujours le sens de la résultante des forces. Si vous regardez la résultante des forces P plus C, ça va donner quoi? Ben, ça va donner, alors, P plus, si vous remplacez C par ces deux composantes, P plus C parallèle plus C perpendiculaire, vous voyez tout de suite que C perpendiculaire et P vont se compenser. C'est comme si on n'avait que la composante C parallèle qui intervient. Donc, la résultante des forces va être égale MA1 et ce sera C parallèle. Donc, vous voyez tout de suite que l'accélération est vers l'arrière. C'est bon, c'est plus clair? Oui, merci madame. Alors, trouver l'expression de l'accélération au point N. Alors, on a un petit peu anticipé là. P plus C égale à MA1. On voit que sur la direction horizontale, eh bien, on va avoir C parallèle. Alors, je décompose tous les vecteurs dans cette expression. J'écris donc P parallèle qui n'existe pas, d'accord? Donc 0 plus C parallèle égale à MA1 parallèle, mais l'accélération est horizontale, donc j'ai C parallèle égale à MA1. Et sur la verticale, eh bien, j'ai P perpendiculaire qui est le poids entier, plus C perpendiculaire, égale à MA1 perpendiculaire, l'accélération étant horizontale. Il n'y a pas de composante perpendiculaire. Donc, j'ai P plus C perpendiculaire égale 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, du point de vue des modules maintenant, eh bien, j'ai la composante C parallèle qui va être égale à M multiplié par le module de A1. Et sur la verticale, ces deux vecteurs étant opposés, le module de C perpendiculaire égale au module du poids, c'est-à-dire mg. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information supplémentaire qui me permettent d'avoir l'accélération? Je vous rappelle que l'objet est en mouvement sur la partie, quand il passe par le point N, il est en mouvement, il a une vitesse vers la droite. D'accord? Oui, madame, oui. Exactement. La deuxième information qu'on a, qui va nous permettre de nous en sortir avec ces deux équations, dans ces deux équations, si on regarde bien, eh bien, on a C parallèle qu'on ne connaît pas, A1 qu'on est en train de chercher. Donc, avec cette équation, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Je sais que C perpendiculaire est égal à mg. Donc, ça, c'est une information qui va me permettre d'avancer, mais pas suffisante pour trouver A1. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de relier ces deux informations. Alors, quel est ce moyen? C'est la définition du coefficient de frottement dynamique. Puisque l'objet est en mouvement, eh bien, on peut définir le coefficient de frottement dynamique comme étant
le rapport du module de C parallèle sur le module de C perpendiculaire. Or, on vient d'établir que le module de C parallèle, c'est MA1 et le module de C perpendiculaire, c'est MG. Alors, j'écris donc que MA1 est égal à mu D1 MG. Alors, le M va se simplifier et je pourrais avoir le module de A1 qui est égal à mu D1 multiplié par G. D'accord? Alors, ce que je sais, c'est que A1 est orienté vers l'arrière, c'est-à-dire dans le sens négatif. Donc, ça m'indique aussi le signe de la mesure algébrique du vecteur accélération. Je sais que A1 va être négatif. Donc, A1 est égal à moins mu D1 G. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Oui. Moi, j'ai du mal à savoir est-ce que c'est perpendiculaire, c'est CX ou CY et c'est parallèle, c'est quoi? J'ai du mal à savoir avec le X et le Y. Eh bien, c'est parallèle, c'est CX, et c'est perpendiculaire, c'est CY. D'accord. Vous pouvez très bien utiliser les notations du cours. Hein. Vous pouvez dire CX et CY. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le CX, si vous l'appelez CX, doit être dans la direction du mouvement et que le CY doit être perpendiculaire à la direction du mouvement. Alors, vous pouvez l'appeler CX ou C parallèle et l'autre composante, vous pouvez l'appeler CY ou C perpendiculaire. Ce qui compte, c'est de bien se rappeler ce que c'est que le CX. CX, c'est parallèle à la direction du déplacement. Et CY, c'est perpendiculaire à la direction du déplacement. Alors, j'ai adopté ces notations-là pour bien vous montrer qu'il faut décomposer votre force de contact dans ces deux directions un peu privilégiées qui sont la direction du mouvement et la direction perpendiculaire au mouvement. C'est bon? Si vous préférez appeler ça CX, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez l'appeler CX et CY. Alors, pourquoi je mets C parallèle et C perpendiculaire? Parce que si vous avez déjà parlé de CX, CY sur la partie horizontale, tout à l'heure, on aura traité ce qui se passe sur la partie inclinée. Et à ce moment-là, les axes CX et CY vont changer d'orientation. Donc, c'est juste pour ne pas faire de confusion que j'ai adopté ces notations-là. Mais on peut les appeler CX et CY sans problème. Alors, on en arrive à la question petit c. Alors, on pose BC égale R, déduire l'expression de la vitesse au point C du trajet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Alors, les données sont la vitesse au point B qu'on connaît, d'accord, qu'on a calculé dans la première question, la vitesse au point C qu'on nous demande, d'accord, et on connaît l'accélération pendant le trajet qui va du point B au point C. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme relation pour trouver la vitesse au point C? Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette relation. Vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale à 2 fois l'accélération multipliée Enfin, la par distance. le déplacement. Vous connaissez? Oui. Vous savez la retrouver? Oui. Bon, très bien. Tout le monde la connaît? Oui, madame. Ok. Oui, madame. Alors, j'ai donc VC au carré moins VB au carré égale à moins, alors l'accélération, je vous rappelle qu'on a trouvé une quantité négative, donc moins 2 fois mu D1 G, multiplié par le déplacement BC. Alors, j'ai donc VC carré égale, je fais passer le VB carré ici, donc VB carré moins 2 mu D1 G BC, et VB carré, ben, je vous rappelle que c'était 2GR plus VA carré. Donc, je remplace ici.
on peut rassembler les termes en 2GR. Le facteur 2GR, je le retrouve ici, donc on va le regrouper. On met 2GR en facteur, je vais avoir 1 moins mu d1. D'accord? Donc VC, c'est racine carrée de 2GR facteur de 1 moins mu d1 plus ce terme-là qui reste, qui est le VA au carré. Voilà donc l'expression de la vitesse au point C. Alors, on retraitera cet exercice en utilisant des considérations énergétiques et vous verrez qu'on arrive au même résultat en calculant, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. 1/2 mv carré. Oui, exactement. On cherche la variation d'énergie cinétique et on écrit que c'est égal au travail de la résultante des forces et on retombe sur exactement le même résultat. Alors, question 3. Calculer l'accélération de m sur la partie inclinée BC. Alors, sur la partie inclinée, le cil dessin. Alors, sur la partie inclinée, eh bien, j'ai le poids et la force de contact. Encore une fois, la force de contact qui doit être penchée vers l'arrière par rapport à la normale au plan. D'accord? Donc, la normale au plan, elle est ici donnée par la direction de C perpendiculaire et la force de contact est penchée vers l'arrière. D'accord? Donc, voilà le sens du mouvement symbolisé par le vecteur vitesse et la force de contact qui est penchée vers l'arrière par rapport à la normale au plan. Alors, on voit tout de suite, rien qu'en regardant l'orientation des forces, on voit tout de suite que l'accélération va être vers le bas, elle va être vers l'arrière. Alors, c'est toujours pareil, on écrit la relation fondamentale des dynamiques. Donc, P plus C égale à M à 2. Je décompose suivant la direction parallèle au plan, donc P parallèle plus C parallèle égale à M à 2, puisque l'accélération est parallèle au plan. Et deuxième relation, c'est la relation entre les composantes perpendiculaires au plan. Donc, P perpendiculaire plus C perpendiculaire égale à MA2 perpendiculaire qui n'existe pas, donc 0. Alors, j'écris la relation entre les modules de ces vecteurs. Regardez bien comment sont orientés les vecteurs. J'ai P parallèle qui est vers le bas, C parallèle qui est vers le bas, et l'accélération A2 qui est vers le bas. Donc, puisque les vecteurs P parallèle plus C parallèle égale à MA2 et que tous les vecteurs sont dans le même sens, je vais pouvoir écrire que cette relation vectorielle est vraie aussi entre les modules. Donc, je vais écrire que P parallèle, module de P parallèle plus module de C parallèle égale à M module de A2. Et dans la direction perpendiculaire, j'ai ces deux vecteurs qui sont opposés, donc leurs modules sont égaux. Module de C perpendiculaire égale à mg cosinus alpha. Alors, je vous rappelle qu'on cherche A2 et qu'avec ces deux équations, ça ne suffit pas pour trouver A2. On a besoin d'une troisième équation qui est la définition du coefficient de frottement. Alors, mu d2, c'est le module de C parallèle sur C perpendiculaire. Alors, C parallèle, je laisse C parallèle au numérateur. Au dénominateur, puisque les deux composantes perpendiculaires donnent une somme qui est nulle, ça veut dire que C perpendiculaire égale, alors module de C perpendiculaire égale module de P perpendiculaire égale mg cosinus alpha. Donc ici, j'ai remplacé C perpendiculaire par mg cosinus alpha. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit que le C parallèle, son module, c'est mu d
multiplié par mg cosinus alpha. Et je vais pouvoir remplacer dans la première équation C parallèle par mu d2 mg cosinus alpha. Alors, d'un autre côté, je sais ce que c'est que la composante parallèle du poids. Alors, je regarde. Voici la composante parallèle du poids. Si l'angle alpha est défini ici entre la direction horizontale et la direction du plan, eh bien cet angle-là, on va le retrouver ici. D'accord? Donc mon P parallèle, c'est la même chose que ce côté de ce triangle rectangle. Donc le P parallèle, c'est quoi? Par rapport, si on l'écrit avec l'angle alpha, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que P parallèle? Vous êtes là ou pas? Oui, Qu'est-ce que madame. c'est? Oui, ben c'est quoi Oui. P parallèle? J'attends, hein, j'attends une réponse. Regardez, ce triangle rectangle, d'accord? Madame, c'est quoi la question, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter? La question, c'est, dans mon expression ici, j'ai P parallèle plus C parallèle égale à M à 2. Je vous rappelle qu'on cherche A2, d'accord? On est en train de chercher la mesure algébrique du vecteur A2, donc on cherche, en premier, on va chercher le module de cette accélération A2. Alors, quand on regarde notre équation ici, qui découle de la relation fondamentale des dynamiques qu'on a décomposée suivant les deux directions parallèles et perpendiculaires, on est tombé sur cette équation. P parallèle plus C parallèle égale à M à 2. Et C perpendiculaire égale à P perpendiculaire, d'accord, égale à mg cosinus alpha. Et ma troisième équation, c'est que la définition du coefficient de frottement dynamique, c'est module de C parallèle sur module de C perpendiculaire. Alors, cette définition du coefficient de frottement m'a permis d'avoir déjà dans cette équation le C parallèle. C parallèle, c'est mu d2 mg cosinus alpha. Alors maintenant, toujours dans la même équation, quels sont les inconnus? Ben, c'est module de A2. C parallèle, je viens de le trouver. Ben, il me manque P parallèle. Alors, je vous demande quel est le module de P parallèle. Alors, il est ici. C'est le PX, hein, si vous travaillez avec des axes X ou Y. Qu'est-ce que c'est que PX? mg sinus alpha. Oui, c'est mg sinus alpha, exactement. Vous regardez ce Madame, triangle on a P rectangle. égale Px au carré plus Py au carré, et du coup, on a Px après, non? La racine de Px au carré plus Py. Ou alors, le mieux, c'est de l'écrire avec l'angle. Puisque l'angle alpha qui est ici se retrouve entre P et la direction perpendiculaire au plan, ben vous pouvez dire que si vous regardez ce triangle rectangle, eh ben vous avez l'hypoténuse qui est représentée par le poids, le côté adjacent à l'angle alpha qui est représenté par P perpendiculaire, et le côté opposé à l'angle dans ce triangle rectangle, eh bien c'est le P parallèle. Donc le P parallèle, ben, ça sera l'hypoténuse multipliée par sinus alpha. D'accord ou pas? Oui, madame. Oui, donc P parallèle, j'écris que c'est mg sinus alpha et je reprends mon équation. À la place de P parallèle, je mets que c'est mg sinus alpha. À la place de C parallèle, je mets que c'est mu d2 mg cosinus alpha. Et ça me donne donc MA2 égale mg sinus alpha plus mu d2 mg cosinus alpha. Donc, le module de A2, alors si je simplifie tous les termes en M, je peux simplifier le M. J'ai module de A2 égale G sinus alpha plus mu d2 G cosinus alpha. D'un autre côté, je sais que l'accélération est orientée vers l'arrière parce que c'est le C parallèle qui définit le sens de l'accélération.
et que le C parallèle est penché vers l'arrière ici, eh bien, j'aurai mesure algébrique de A2 égale à, alors ce qui reste, quand j'ai simplifié mon M, moins G facteur de sinus alpha plus mu D2 cosinus alpha. Alors, j'ai tout, j'ai l'angle, j'ai la valeur de mu D2, on vous dit que mu D2 est égal à 0,5. Vous avez l'angle alpha qui vaut 20 degrés, et ça donne une accélération qui vaut moins 8,1 mètres par seconde au carré. C'est bon? On peut passer à la question petit b, où vous avez des questions. Bon, je considère que je peux passer. Madame, s'il vous plaît, Oui. laissez partager ici, s'il vous plaît, quelques minutes. D'accord, ok, je laisse. Vous voulez qu'il y ait aussi... je vous remontre les équations d'avant. Voilà. Non, non, madame, je suis en train de réécrire les D'accord, trucs. ok. Ok, donc je laisse. C'est bon, madame. C'est bon? Alors, on passe à la question petit b. Si la vitesse initiale de m est nulle, donc on se place dans la situation où VA est égal à 0, quelle doit être la valeur de mu D1 pour que la masse m s'arrête au point D? D'accord? Alors, ben on va réappliquer l'expression de tout à l'heure, la relation entre la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération. Donc, on écrit que VD carré, donc la position initiale, c'est au point C, et la position finale, c'est au point D. Donc, j'écris que vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale à 2 fois l'accélération par le déplacement. Alors, je veux que la masse s'arrête au point D. D'accord? Donc, il faut que VD soit égal à 0. Ça me donne quoi? Ça me donne, j'élimine le VD au carré ici. Donc, j'aurai moins VC carré égal à 2 fois A2CD. N'oubliez pas que dans cette expression, l'accélération, elle s'exprime en mesure algébrique. Hein. Ce n'est pas un module de A2, c'est une mesure algébrique de A2 et que j'ai trouvé une mesure algébrique négative tout à l'heure. Alors, d'un autre côté, je sais que dans la question de tout à l'heure, j'avais calculé VC, d'accord? Et que j'avais trouvé que VC carré, c'était 2GR plus VA carré moins 2 mu D1 GR. Or, on nous dit de considérer le cas où la vitesse initiale est égale à 0. C'est-à-dire que je vais annuler ce terme VA carré. D'accord? Donc, si VA égale 0, eh bien, ce terme-là, VC carré, ça va devenir 2GR moins 2 mu D1 GR. Donc, ça veut dire que je mets 2GR en facteur. VC carré, ça sera 2GR facteur de 1 moins mu D1. C'est bon? Voilà. Donc, VC carré, dans le cas où VA est égal à 0, devient égal à 2GR facteur de 1 moins mu D1. Et je vais remplacer ici. Donc, moins VC carré égale à 2 fois A2R. VC carré égale à moins 2 fois A2R. A2 étant négative, et bien, ça sera bien une quantité positive ici que j'aurai. Et j'écris donc VC carré
qui est égal à 2GR 1 moins mu D1 est égal à moins 2 fois A2R. Donc, ça me permet d'avoir A2 moins A2 égale à... Alors, si je simplifie, j'ai juste simplifié le facteur de R qui apparaît des deux côtés. Donc, j'ai moins A2 égale à 1 moins mu D1G. Alors, je vous rappelle que je cherche la valeur de mu D1. D'accord? Donc, j'écris alors, je multiplie le tout par moins 1. Donc, je vais avoir A2 égale à mu D1 moins 1 G. Et je vais pouvoir trouver que mu D1 G est égal à G plus A2. Et si je divise le tout par G, j'obtiens mu D1 égale à 1 plus A2 sur G, d'où mu D1 égale 0,19. On est en train d'écrire AN UD1. C'est quoi AN? AN, Oui. où est-ce que vous voyez AN? Madame, ici, c'est écrit AN UD1 égale 0,19. Ah, application numérique. Ah, d'accord. Ça veut dire application numérique. J'ai jamais utilisé cette abréviation. Si, plus haut, mais je n'avais pas compris non plus. Ah oui, d'accord. C'est application numérique. Merci. De rien. Alors, question... pourquoi j'ai mis D? C'est la question C, ça. Oui, c'est la question C. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je corrigerai ça après. Alors, question C. On cherche la condition de rupture de l'équilibre. Alors, on vous demande, est-ce que la masse M peut redescendre après son arrêt? Alors, je vous rappelle la situation. La masse remonte jusqu'au point D et on a cherché les conditions pour qu'elle arrive au point D avec une vitesse nulle. Donc, quand elle arrive au point D, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle va redescendre ou est-ce qu'elle va rester au point D? Alors, ce qu'on doit chercher, c'est est-ce qu'on se trouve dans une situation de rupture de l'équilibre ou est-ce qu'on se trouve dans une situation d'équilibre simplement? D'accord? Et à ce moment-là, si on est dans une situation d'équilibre simple, eh bien la masse ne va pas redescendre. Si on est à la rupture de l'équilibre, eh bien la masse va redescendre. Alors, on commence par écrire les conditions de rupture de l'équilibre. Alors, je vous rappelle quelles sont les conditions. C'est que, d'abord, la somme des forces égale 0. D'accord? Donc, j'écris que le poids plus la force de contact, je parle du point D. Hein. Au point D, je vais avoir le poids plus la force de contact égale 0. Ça veut dire que j'ai égalité entre les composantes parallèles du poids et de la force de contact. Donc, C parallèle égale à P parallèle égale à mg sinus alpha. Et j'ai l'égalité aussi entre les modules des composantes perpendiculaires. Donc, C perpendiculaire égale à P perpendiculaire égale à mg cosinus alpha. Alors, la deuxième condition, c'est que le rapport C parallèle, si je suis à la rupture de l'équilibre, le rapport C parallèle sur C perpendiculaire est égal à mu S, mon coefficient de frottement statique. Alors, si on regarde dans l'énoncé, eh ben, le coefficient de frottement statique, on ne l'a pas donné, donc on ne le connaît pas. Il va falloir se débrouiller autrement pour savoir si on est dans une situation de rupture de l'équilibre ou pas. Alors, comment est-ce qu'on peut contourner cette difficulté? Eh bien, il faut se rappeler que le coefficient de frottement statique est toujours
plus grand que le coefficient de frottement dynamique et que le maximum qu'on peut, pardon, c'est pas un maximum, c'est un minimum. Madame, pourquoi il est plus grand? Ben, on a démontré ça en cours. Hein. On a démontré ça en cours, on s'est rendu compte que quand l'objet est en mouvement, eh bien la composante, on avait trouvé, vous vous rappelez, on avait parlé de pousser un meuble très lourd, le mettre en mouvement, c'est plus difficile que de le maintenir en mouvement parce qu'on avait fait le calcul et on avait trouvé que le C0X était plus grand que le CX, c'est-à-dire la composante de la force de contact à la rupture de l'équilibre, la composante CX, est plus grande que quand l'objet est en mouvement. Quand l'objet est en mouvement, la force de contact, elle se relève, elle se rapproche de la direction de la normale au plan. Donc, quand on fait le calcul des deux coefficients, donc elle est plus faible. Voilà, on s'est rendu compte que le coefficient de frottement statique est forcément plus grand que le coefficient de frottement dynamique, puisque le coefficient de frottement statique, c'est C0X sur C0Y, et que le coefficient de frottement dynamique, c'est CX sur CY. Et que les composantes perpendiculaires C0Y est pratiquement égal à C0 et à CY. Par contre, au numérateur, vous avez le C0X qui est toujours plus grand que le CX. Donc, quand vous faites le rapport, les dénominateurs étant les mêmes, le numérateur du mu S étant plus grand que le numérateur du mu D, ça veut dire que mu S est toujours plus grand que mu D. D'accord, merci madame. Alors, cela dit, il peut arriver que le mu S soit égal au mu D. Il y a des exercices dans lesquels on a cette donnée-là, que mu S est égal à mu D, mais jamais, en aucun cas, vous ne pouvez trouver un mu S plus petit qu'un mu D. Donc, nous, ce qu'on va prendre ici, ne connaissant pas mu S, on va prendre le minimum que peut avoir comme valeur mu S. On va dire si mu S est égal à mu D, on va regarder ce qui peut se produire. D'accord? Donc, on prend au minimum mu S égale mu D et on regarde, on va chercher à quel angle ça pourrait correspondre. Quel est l'angle alpha pour lequel on aurait cette valeur de mu S? C'est-à-dire qu'au minimum, mu S, il serait égal à mu D. Et s'il est égal à mu D, à quel angle ça peut bien correspondre? Alors, quel est cet angle? Je vous rappelle qu'on a fait ça en cours quand on a commencé à parler des forces de contact. On avait un plan horizontal, on l'inclinait de plus en plus et on cherchait l'angle alpha 0 à partir duquel il y avait début de glissement. Eh bien, on est en train de chercher ici cet angle alpha 0. Alors, je l'ai appelé alpha limite. Alors, on cherche cet alpha 0 pour lequel j'aurai mu S qui serait égal, c'est-à-dire que je fais l'hypothèse que mu S est égal au mu D qu'on avait. Alors, le mu D1, je vous rappelle, le mu D2, on nous dit que c'est 0,5. Je vais supposer que mu S égale 0,5 et je vais regarder si mu S égale 0 et quel est l'angle alpha qui correspond à ce mu S. D'accord? Si cet angle est égal ou correspond bien à nos données, c'est-à-dire est-ce que c'est 20 degrés, est-ce que c'est plus de 20 degrés, est-ce que c'est moins de 20 degrés, on va voir. On fait le calcul et puis après on se pose la question, est-ce qu'on est en situation de rupture de l'équilibre ou pas? Alors, quand on fait le calcul, si on considère, on suppose que mu S est égal à 0,5, eh bien on va trouver un angle alpha limite qui vaut 26,56 degrés. C'est-à-dire vous cherchez l'angle qui a pour tangente 0,5, puisque le mu S, c'est la tangente de alpha limite.
Je vous rappelle que le mu S, c'était la tangente de l'angle alpha 0. Hein. Je pense que je vais mettre 0 pour que ça ressemble à ce que vous avez vu en cours. Hein. Je vais mettre l'angle alpha 0. Voilà. Alors, vous mettez sur votre calculatrice, vous mettez 0 et, vous mettez 0,5 et puis vous cherchez la tangente, vous faites la fonction tangente moins 1 de 0,5 et vous trouvez que l'angle qui correspond à une tangente qui vaut 0,5, c'est 26,56 degrés. Or, mon angle alpha, il vaut 20 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette limite alpha 0? Eh bien, ça veut dire que si vous êtes à alpha 0, vous êtes encore, si vous êtes à 26,56 degrés, vous êtes encore en situation d'équilibre. Et dès que vous dépassez très légèrement cet angle, eh bien, vous avez votre masse qui va commencer à glisser vers le bas. Ça veut dire que votre angle de rupture de l'équilibre, c'est l'angle alpha 0 qu'on vient de trouver, c'est 26,56 degrés. Or, notre angle, eh ben, on n'est pas arrivé à alpha 0, on est bien en dessous de alpha 0, puisque alpha vaut 20 degrés, eh bien, ça veut dire que la masse n'est pas à la rupture de l'équilibre, puisque même en prenant mu S égale mu D, ce qui est rarement le cas, en général mu D est plus grand que mu S, même en prenant la valeur minimale que peut prendre mu S, eh bien, on n'est pas arrivé à la situation de rupture de l'équilibre. Donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la masse ne redescend pas parce que on n'a pas réussi à satisfaire la condition de rupture de l'équilibre. Est-ce que c'est clair? C'est bon ou pas? Vous avez des questions? Oui, madame. Oui, madame, j'ai une question. Oui, Non, madame. j'ai pas de question. J'ai compris, madame. D'accord, très bien. Alors, on a fini l'exercice 10. Alors, vous me dites ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez l'exercice 11 ou 12? Peut-être le plus difficile des deux, madame. Alors, le plus difficile… Le 12, madame. Oui, je pense que c'est le 12 parce que le 11, il ressemble un peu à des exercices que vous avez fait en terminale. Bon, on va faire le 12. S'il nous reste du temps, on reviendra au 11. De toute façon, je vous envoie le PDF complet avec toutes les solutions. Hein. Alors, exercice 12. Alors, d'abord l'énoncé. Voilà. Alors, sur le schéma de la figure ci-dessous, la piste MNP est plane et horizontale. On fixe au point R du mur un ressort parfait de constante de raideur K. Son extrémité libre est positionnée au niveau du point N. On place contre cette extrémité libre deux corps A et B, identiques, au contact l'un de l'autre, et de même masse M, comme il apparaît sur la figure. Les frottements entre ces deux corps et le plan sont caractérisés par un coefficient de frottement dynamique mu D. On donne la masse de chacun des blocs, la constante de raideur du ressort,
le coefficient de frottement dynamique et la valeur de G. Déterminer la valeur du coefficient de frottement statique entre le système constitué par les deux corps et le plan MNP, sachant qu'il y a rupture de l'équilibre à partir d'une compression x0 égale 5 cm. On comprime le ressort de x1 égale 15 cm, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la compression suffisante pour avoir une rupture de l'équilibre. Donc là, on est sûr qu'avec une compression de 15 cm, il y aura mouvement. Alors, on comprime de 15 cm et on abandonne le système sans vitesse initiale. On supposera que pendant le mouvement, les deux corps restent en contact l'un de l'autre. Représenter qualitativement les forces qui s'exercent sur chacun des deux corps, puis déterminer le module de la force exercée par le corps A sur le corps B lorsque la compression du ressort atteint la valeur 10 cm. Donc, on a comprimé de 15 cm, le ressort va se détendre et quand il arrive à une compression de 10 cm, on fait ce calcul. Pour cette dernière compression, représenter à l'échelle les forces qui agissent sur chacun des deux corps séparément. Voilà. Alors, on cherche dans un premier temps la valeur du coefficient de frottement statique. Donc, on cherche la condition de rupture de l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a à la rupture de l'équilibre? Eh bien, on a deux conditions. Première condition, c'est que le système soit en équilibre. Donc, ici, on va considérer les deux blocs A et B comme un tout. Hein. C'est le système des deux blocs A et B qui forment un tout. Et on va regarder l'ensemble des forces qui s'exercent sur le système. Alors, les deux conditions de rupture de l'équilibre, c'est que la somme des forces appliquées au système donne 0. Et la deuxième condition, c'est que le rapport de C parallèle sur C perpendiculaire, c'est le coefficient de frottement statique. Donc, j'écris. Alors, quelles sont les forces? Il faut bien regarder quelles sont les forces qui s'exercent sur le système. Eh bien, puisque le ressort est comprimé, donc il va y avoir une force élastique qui s'oppose à la compression. On a comprimé le ressort, donc lui, il va réagir avec une force qui s'oppose à la compression, donc une force élastique vers la droite. J'ai le poids qui est toujours vertical vers le bas, et j'ai la force de contact qui va s'orienter de manière à ce que la somme des forces me donne 0. Donc, si j'ai une force élastique qui est vers la droite, la force de contact ne peut être que vers la gauche. Oui. La somme des forces, l'équation 1, vous n'avez pas oublié le C parallèle? Ben non, il y est. Non, l'équation 1, il n'est pas écrit. Si, mais vous confondez le symbole perpendiculaire avec T. J'ai mis C total. Ah, c'est total, ok. C total qui va se décomposer en C total parallèle et C total perpendiculaire. J'ai mis le poids total plus la force de contact totale, c'est-à-dire la force de contact sur le système des deux, formé par les deux blocs, d'accord, plus la force élastique qui est exercée par le ressort sur le bloc A, mais le bloc A faisant partie du système, c'est comme si la force était appliquée sur tout le système. Donc, j'ai le poids total plus la force de contact totale plus la force élastique égale 0. Et la deuxième condition, c'est que μS, c'est le rapport de la composante parallèle de la force de contact sur la composante perpendiculaire de la force de contact. Donc, dans cette condition d'équilibre, j'ai μS égale CT parallèle sur CT perpendiculaire. C'est bon?
Alors, qu'est-ce que c'est que CT parallèle? Alors, j'ai oublié les flèches. J'ai oublié les flèches sur les vecteurs. Là. Je vais les rajouter. Qu'on garde toujours les mêmes notations dans tous les exercices. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai donc ma première équation qui va me donner deux équations, une relation entre les composantes horizontales et une relation entre les composantes verticales. Donc, sur l'horizontale, je vais avoir CT parallèle plus FE égale 0. Ça veut dire qu'en module, ces deux forces sont égales. Donc, le module de CT parallèle égale au module de FE. Alors, je connais la compression du ressort, je sais que c'est X0. Donc, je connais le module de CT parallèle, c'est KX0. Et toujours pour la première équation, je la réécris avec les composantes perpendiculaires au plan. Donc, je vais avoir le poids plus la composante perpendiculaire de CT plus la composante perpendiculaire de FE qui n'existe pas parce que FE est à l'horizontale. Donc, j'ai PT perpendiculaire plus CT perpendiculaire égale à 0, c'est-à-dire que le module de CT perpendiculaire égale au module de P du poids total. Donc, le poids total, il y a deux masses identiques de masse petit m, donc je vais avoir 2 mg, et je réécris mon équation 2, je dis que mu S, c'est le module de CT parallèle sur le module de CT perpendiculaire, donc KX0 sur 2 mg. Donc, le mu S vaut 0,5. Alors ensuite, deuxième question, on comprime le ressort de 15 cm, on abandonne le système sans vitesse initiale, donc le système va glisser vers la droite, oui. علاش درنا بلي بي توتال هي 2 ام جي يا اخي هي ام جي نورمالمون لا Non, il y a deux blocs. Chacun a une masse petit m. كيف ما فهمتش D'accord ou pas? Si le système est formé de deux blocs qui ont chacun une masse petit m, donc forcément c'est M1 plus M2 et qui forment la masse du système. Donc ça sera 2 fois mg. C'est bon? D'accord. Oui. Alors, donc on se met dans une situation où le système va être en mouvement puisque on dépasse cette compression, le minimum de compression qu'il faut avoir pour que le système se mette en mouvement, c'est 5 cm. Or, nous, on a comprimé de 15 cm, donc on est sûr que le système va se mettre en mouvement. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est quand la compression arrive à la valeur 10 cm, d'accord? Donc, le ressort s'est déjà détendu un petit peu et le système est déjà en mouvement. Eh bien, on cherche alors représenter qualitativement les forces qui s'exercent sur chacun des deux blocs et déterminer le module de la force exercée par le corps A sur le corps B quand on arrive à la compression 10 cm. Donc, quand le ressort est déjà un petit peu détendu, mais que la compression existe toujours et que le système est toujours en mouvement. Alors, on dessine des forces. Alors, séparément, pour le corps A, d'accord? Quand je dessine les forces sur le corps A, j'ai mis B en pointillé. Et ici, quand je dessine les forces sur le corps B, j'ai mis A en pointillé. C'est pour bien montrer que je ne représente que les forces qui s'exercent sur le corps A ici
et je ne représente que les forces qui s'exercent sur le corps B ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que le monde extérieur pour le bloc A? Alors, le monde extérieur pour le bloc A, c'est la Terre qui le tire avec une force qui est son poids. Il y a la table sur laquelle il est en train de glisser. Il y a une force de contact qui va être exercée par la table sur le bloc. Et comme il est en mouvement vers la droite, eh bien cette force de contact est obligatoirement penchée vers l'arrière. Vous voyez, j'ai dessiné le sens du vecteur vitesse du bloc A, qui est, alors il se déplace vers la droite, d'accord? J'ai donc, on ne s'occupe pas de l'accélération pour le moment, hein. Je sais que la force de contact est penchée vers l'arrière parce qu'il y a des frottements et que le mouvement se fait vers la droite, donc la force de contact, elle se penche toujours vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. J'ai le bloc B qui est en contact avec le bloc A qui va le pousser. Il y a toujours l'action de contact, elle est du corps B vers le corps A, donc il va avoir tendance à pousser le corps A vers la gauche. C'est bon? Et maintenant, le ressort étant toujours comprimé, eh bien, le ressort s'oppose toujours à sa déformation. On l'a comprimé, eh bien, lui, il va pousser dans l'autre sens. Il va tout faire pour reprendre sa longueur initiale. Donc, il va exercer une force élastique qui est vers la droite. Puisqu'il a été comprimé, il s'oppose à sa compression, il va pousser dans l'autre sens. Alors, on résume. J'ai le poids, j'ai la force élastique qui pousse vers la droite, j'ai la force de contact de B sur A qui pousse vers la gauche, et j'ai la table, puisque le bloc A se déplace sur la table, il y a des frottements entre la table et le bloc, donc la force de contact est forcément penchée, elle ne peut pas être à la verticale parce qu'il y a des frottements, et donc cette force de contact est forcément penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Donc, il faut prendre en compte toutes ces informations les unes après les autres. Donc, le poids qui est toujours là, la force élastique qui est vers la droite parce que le ressort est comprimé et qu'un ressort comprimé s'oppose à sa compression, donc il pousse dans l'autre sens. J'ai B qui exerce une force de contact qui a tendance à repousser le corps A, et j'ai la force exercée par la table, la force de contact exercée par la table sur le corps A, et puisqu'il y a des frottements, eh bien, elle est penchée vers l'arrière par rapport au sens du mouvement. Voilà. Alors, quand vous regardez tout ça, ben, vous voyez bien que l'accélération, elle va être vers l'avant. D'accord? La résultante de toutes ces forces va être un vecteur qui va être vers l'avant puisque le mouvement se fait vers la droite, que en quelque sorte, c'est la force élastique qui l'a emporté sur les forces qui sont orientées vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sur le corps B? Eh bien, le corps B, il est soumis, alors j'ai aussi dessiné son vecteur vitesse. Alors, le corps B, les choses sont plus simples sur le corps B. Il est en contact avec quoi? Il est en contact avec le corps A qui le repousse avec une force CAB. Alors, je mets toujours, quand il y a deux indices, en premier, celui qui exerce la force et en second, celui qui subit la force. Donc, c'est A qui exerce cette force sur B. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette force? Eh bien, d'après le principe d'action et de réaction, si B exerce une force CBA sur A, eh bien A, par réaction, va exercer une force CAB sur B, et ces deux forces ont même module, d'accord? D'après le principe d'action et de réaction, CAB égale à moins CBA.
Alors, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Eh bien, on cherche la valeur de la force exercée par le corps A sur le corps B, c'est-à-dire qu'on cherche cette force CAB. D'accord? Alors, pour avoir cette force CAB, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit écrire la relation fondamentale de la dynamique appliquée au corps B, c'est-à-dire qu'on doit écrire que PB plus CB plus CAB égale MAB, l'accélération de B. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier ici? C'est qu'on nous dit que le corps A et le corps B sont tout le temps en contact l'un avec l'autre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération que je vais pouvoir trouver pour A va être exactement la même que celle que je vais trouver pour B. Alors, comme le bilan de force est plutôt compliqué parce que CAB, si je veux connaître CAB, il faut que je connaisse CBA et que dans ce bilan, j'ai beaucoup d'inconnus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, puisque les deux ont même accélération et même vitesse à chaque instant, eh bien, si on arrive à connaître l'accélération du système, eh bien, on pourra dire, puisque c'est l'accélération du système, c'est aussi l'accélération de A, c'est aussi l'accélération de B, puisque les deux corps sont tout le temps en contact et qui se déplacent à la même vitesse et avec la même accélération. Alors, je cherche donc l'accélération du système. Alors, je redessine les forces appliquées au système. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus simple. J'ai le poids, la force de contact totale et la force élastique. Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans? Eh bien, je connais le poids parce que je connais les deux masses. Je connais la force élastique parce que je connais la compression du ressort. Je sais qu'on est arrivé à la compression 10 cm. Je connais la force de contact. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que je connais le coefficient de frottement dynamique. Donc, connaissant le CT perpendiculaire, je vais pouvoir en déduire le CT parallèle. Donc, en réalité, je sais tout de chacune de ces forces. D'accord? Alors, on va donc écrire que la somme des forces appliquées au système est égale à la masse du système qui est 2m multipliée par l'accélération commune aux deux. Et je décompose, donc je vais avoir CT parallèle plus FE égale à 2MA. Et j'aurai sur la perpendiculaire le poids total plus CT perpendiculaire égale 0. Alors, ça me donne cette relation entre les composantes, entre les modules des vecteurs. Donc, je vais avoir, puisque j'ai FE plus CT parallèle égale 2MA, eh bien, la force étant dans le sens de l'accélération, CT parallèle étant vers l'arrière, eh bien, je vais avoir module de FE moins module de CT parallèle égale à 2 fois MA. Vous mettez, si vous avez un doute, vous écrivez chacun des vecteurs, c'est-à-dire FE, et il est dans le sens positif, donc module de FE multiplié par le vecteur unitaire I. CT parallèle est dans le sens, quand je fais la somme des vecteurs, hein, CT parallèle est dans le sens négatif, donc c'est moins le module de CT parallèle multiplié par le vecteur I, égale à 2m module de 1 multiplié par I, et puis après, vous simplifiez le I, ça vous donne une relation entre les modules. Donc, FE moins CT parallèle égale à 2MA, et sur la verticale, CT perpendiculaire égale à P total en module. Hein. C'est pareil ici, j'ai oublié de mettre les vecteurs, je les rajouterai après. Hein. C'est module du vecteur CT parallèle sur module du vecteur CT perpendiculaire, et ici pareil, module de FE moins module du vecteur CT parallèle, etc.
Alors, ça me donne quoi? Ça me donne donc une relation. Alors, d'un côté, j'ai la force élastique dont je connais le module. Alors, je cherche l'accélération, je vous rappelle. Hein. J'ai le CT parallèle que je ne connais pas encore. Donc, je dois utiliser cette deuxième équation qui me donne une relation entre CT parallèle et CT perpendiculaire. Alors, connaissant CT perpendiculaire, on a dit que c'était égal en module au poids total, donc égal à 2 mg. Donc, j'ai CT parallèle qui est égal à 2 mu d mg, d'accord? Puisque c'est mu d multiplié par CT perpendiculaire. Alors, je continue. Donc, mon accélération. Alors, je reviens ici. Mon accélération, ça sera donc FE sur 2m moins CT parallèle divisé par 2m. C'est bon? Je pars de cette équation du haut, la relation entre les composantes horizontales de chacun des vecteurs. Alors, donc 2m A égale à module de FE moins module de CT parallèle. Donc, A égale à module de FE sur 2m moins CT parallèle sur 2m. Alors, CT parallèle, je vous rappelle qu'on a trouvé 2 fois mu d mg, donc 2m apparaît et il va se simplifier. Donc, le module de A égale à kx 2m, ça c'est le FE divisé par 2m, moins mu dg, c'est le moins 2 mu dmg divisé par 2m, donc qui me donne moins mu dg. Alors, l'application numérique me donne une accélération de 6 mètres par seconde au carré. Alors, pour le corps B, alors je vous rappelle que la question est posée, la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur le corps B? Quelle est cette force CAB? D'accord? Alors, on est parti de l'idée que de l'observation que les deux étant toujours en contact l'un avec l'autre, si je connais l'accélération du système, je connais l'accélération AB et je vais pouvoir en déduire cette force CAB. Alors, on y va. J'écris donc la somme des forces égale MA cette fois. Donc, le poids de B plus la force de contact exercée par la table sur B plus la force de contact exercée par A sur B égale MA. Alors, j'écris la relation entre les composantes horizontales. Alors, je regarde. Je vais avoir CAB en module, module de CAB moins module de CB parallèle égale à MA. Et j'ai PB en module égale à CB perpendiculaire. Et j'ai toujours mon mu D qui est égal à CB parallèle sur CB perpendiculaire. Alors, j'écris donc que module de CAB moins module de CB parallèle égale à MA. Ça, c'est les projections sur l'axe horizontal. Et les projections sur l'axe vertical me donnent CB perpendiculaire égale à PB en module. C'est bon? Alors, j'ai en plus, là j'ai un petit peu résumé tout ça. Je vais peut-être ajouter. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est CB perpendiculaire, pardon-moi.
Je connais. Voilà, je rajoute. Pourquoi ça fait ça? Bon. Alors, je rajoute ici, hein, puisque ça ne veut pas se mettre dans l'équation, puisque mu d, alors, rester en moi. Alors, puisque mu d, j'ai un petit peu trop résumé, donc je vais mettre CB parallèle sur CB perpendiculaire. Voilà, c'est bon? Alors, d'un côté, j'ai cette équation qui me donne une relation entre les composantes horizontales, une relation entre les composantes verticales, et que je connais la relation qu'il y a entre CB parallèle et CB perpendiculaire, je sais que leur rapport, c'est mu d. D'accord? Ce qui veut dire que à la place de CB parallèle, je vais pouvoir dire que c'est mu d CB perpendiculaire. Or, CB perpendiculaire, c'est PB, c'est-à-dire MG. Donc, à la place de CB parallèle, j'ai mis CB, j'ai mis mu d MG. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez besoin que je rajoute quelque chose ici. Alors, je vais l'écrire là. Alors, module de CAB parallèle. Alors, plus, moins, pardon, moins mu d alors moins mu d MG. Et voilà. Voilà. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Alors, c'est AB, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Ah oui, d'accord. C'est mis sous forme de rapport, c'est pour ça qu'on voyait mal les indices. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, pourquoi mu d MG? Pourquoi mu d MG? Ben, c'est parce que, je vais continuer ici, égal MG. Parce que CB perpendiculaire, c'est égal en module quand vous décomposez ces vecteurs. Alors, la première ligne ici, la première équation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la composante
horizontale du poids, qui n'existe pas, plus la composante horizontale de CB, plus la composante horizontale de CAB qui est complètement horizontale, égale MA. D'accord? Ensuite, pour les projections sur l'axe vertical, je vais avoir le poids qui est complètement vertical, CB perpendiculaire, CAB qui n'a pas de composante perpendiculaire et MA qui n'a pas de composante perpendiculaire. Donc, ça revient à dire que PB plus CB perpendiculaire égale 0. Ça veut dire qu'en module PB perpendiculaire égale au module de PB, donc c'est MG. C'est bon? Oui, madame, ici, vous avez juste remplacé CB perpendiculaire par PB, et du coup, comme on a mu D égale CX sur CY, ça donne ça quand on cherche Oui, l'autre composant. oui, exactement. Oui. Voilà, donc ça nous donne CAB, on revient ici, hein, on a module de CAB moins mu DMG égale MA, donc module de CAB égale MA plus mu DMG. Donc si vous mettez M en facteur, ça vous donne CAB égale à M facteur de A plus mu DG. Alors je vais mettre une parenthèse ici. C'est la justification de ce qu'il y a plus haut. Hein. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ben, dites-moi si ce n'est pas clair que je développe plus. D'accord. Alors, dernière question. Pour cette dernière compression, représentez à l'échelle 1 cm pour 2 newtons des forces qui agissent sur chacun des deux corps. Alors, il faut d'abord faire l'inventaire des corps et regarder si on connaît chacune des forces. Alors, sur B, on commence par B parce que c'est le plus simple. C'est pour B qu'on a calculé CAB, on connaissait le poids, on connaît la force de contact et donc on connaît tout. D'accord? Alors, CAB, on a trouvé que c'était une force orientée vers la droite, d'accord? Et de module 5 newtons. Donc, on a les composantes de CAB qui sont 5 newtons pour la composante horizontale et 0 pour la composante verticale. Le poids qui est orienté, on regarde notre schéma, le poids qui est orienté vers le bas. Donc, si on considère que sur l'axe horizontal, tous les vecteurs orientés vers la droite ont une mesure algébrique positive et les autres des mesures algébriques négatives, et que sur l'axe vertical, tous les vecteurs orientés vers le haut ont une mesure algébrique positive, et ceux qui sont orientés vers le bas ont une mesure algébrique négative. Ce qui fait que le poids, ici, il va avoir une mesure algébrique négative puisqu'il est orienté vers le bas. Donc, pas de composante horizontale, une composante verticale négative qui vaut moins 5 newtons, et j'ai ma force de contact exercée par la table sur B, qui a pour composante verticale une composante opposée au poids, d'accord? Parce que j'ai pas de composante de l'accélération sur la verticale, donc j'ai le poids, c'est ici, le poids de B qui va être opposé à CB perpendiculaire. Donc, si je connais le poids, je connais CB perpendiculaire. Alors, puisque le poids, c'est moins 5 newtons, eh bien, la composante CB perpendiculaire, c'est plus 5 newtons. Alors, maintenant, qu'est-ce qui m'a permis de dire que la composante CB parallèle, c'est moins 2 newtons? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour pouvoir écrire que CB parallèle, c'est moins 2 newtons? Quelqu'un a une idée?
Madame, le CB parallèle, c'est pas le MA et le MA moins le FE. Oui, Non. il y a plus simple que ça. C'est de se rappeler que le MUD, c'est CB parallèle sur CB perpendiculaire. D'accord ou pas? Je vais le rajouter ici. Hein. Madame, Alors, ça veut dire celui-là, que le CB parallèle, c'est MBG fois le MUD. exactement. Madame, dans ce cas, le MUD, avec les cas inflénoncés, est-ce que c'est à les deux corps ou là, t'as un seul corps ou là, c'est le même? C'est le même. C'est le même. C'est le même, que ça soit pour les deux corps ensemble ou bien. Exactement. Parce que c'est des. On vous dit que les deux corps sont identiques, donc la nature des surfaces en contact, c'est-à-dire là où chacun des deux blocs frotte avec la table, la nature de ce contact est strictement la même. D'accord? Non, madame, ce que je veux dire, c'est que comment ça se fait que la valeur du MUD, quand on a travaillé avec les deux corps collés, Oui, on a travaillé, c'est la même valeur qu'on a travaillé avec un seul corps tout seul. oui, oui. Ben, c'est ce que je viens de vous répondre. Quand vous prenez le bloc A tout seul, d'accord? Il est fait d'une certaine matière. Alors, imaginons que ce soit des blocs en bois que vous faites. Madame, ce que je veux savoir, c'est que la surface de contact, elle change. Oui, mais on a bien vu en cours que le coefficient de frottement ne dépend pas de la taille des surfaces, il ne dépend que de la nature des surfaces. Vous avez oublié ce détail. Oui, je l'ai oublié, merci. Voilà, ça ne dépend pas de la taille des surfaces, ça ne dépend que de la nature des surfaces. Donc, par exemple, si vous avez deux boîtes en carton parfaitement identiques que vous faites glisser sur une table en bois, eh bien, la nature du contact, c'est bois contre carton. D'accord? Que ce soit le bloc A ou le bloc B, la nature du contact, elle sera la même. Donc, le coefficient de frottement sera le même pour les deux. Et quand vous prenez les deux blocs ensemble, eh bien, la nature du contact reste carton sur bois. Donc, c'est la même nature des surfaces en contact, donc le même coefficient de frottement. C'est bon? Donc, je vais rajouter ici que CB en mesure algébrique, c'est moins. Alors, moins MUD, le MUD ici. Moins MUD MG. Puisque le CB perpendiculaire, c'est égal en module à MG. Voilà. Donc, la composante perpendiculaire, on commence toujours par la composante perpendiculaire parce que c'est la plus simple à trouver. Elle est opposée au poids ou à la composante du poids qui est perpendiculaire au plan. Donc, on la trouve en premier et ensuite, en utilisant le coefficient de frottement, on en déduit la deuxième qui est la composante parallèle au plan. Alors, une fois qu'on a trouvé toutes les forces appliquées au corps B, eh bien, on va pouvoir écrire les forces appliquées au corps A. Alors, on commence par quoi? Alors, on regarde bien nos forces. J'ai la force élastique, je connais la compression, donc je connais la force élastique. J'ai le poids, je connais la masse de A, donc je connais le poids. CBA, eh bien, je sais d'après le principe d'action et de réaction que CBA est opposé à CAB. Donc, connaissant CAB, je connais obligatoirement CBA. Et la force CA, eh bien, sachant que les deux corps sont identiques et de même nature, eh bien, CA va être égal à CB. Puisque j'ai le même coefficient de frottement, les mêmes masses pour A et B, eh bien, j'aurai les mêmes composantes, CA parallèle qui sera égal à CB parallèle et CA perpendiculaire qui sera égal à CB perpendiculaire. Voilà. Alors,
J'écris donc toutes les composantes de mes forces. J'ai la force élastique. Alors, connaissant la compression qui est 10 cm, la constante de raideur du ressort qui est de 100 newtons par mètre. Alors attention, il faut convertir la compression en mètres. Donc ça sera 100 multiplié par 0,1, ça me donne 10 newtons. Pas de composante verticale. CBA qui est opposé à CAB. On a trouvé que CAB, c'était 5 newtons pour la composante, plus 5 newtons pour la composante horizontale et 0 pour la composante verticale. Donc, CBA, c'est moins 5 newtons, 0 newton. Le poids, on connaît la masse et on sait qu'il est orienté vers le bas, donc pas de composante horizontale, une composante verticale qui est négative, et CA qui est forcément égal à CB, puisque tout est identique, et les masses et la nature de chacun des deux blocs sur la table. Donc, moins 2 newtons et 5 newtons. Voilà, une fois qu'on a toutes les composantes de chacune des forces, eh bien, on représente à l'échelle. Donc, n'oubliez pas de tenir compte de l'échelle. On vous dit 1 cm pour 2 newtons. Ça veut dire que ici, par exemple, les 5 newtons vont être représentés par 2 cm et demi. Pareil pour le poids. Les moins de 2 newtons vont être représentés par 1 cm et ainsi de suite. Voilà. Alors, j'ai donc sur A, j'ai le poids, la force élastique. Alors, il faut représenter chacune des forces à l'endroit où s'applique la force. Le poids, il s'applique au centre de gravité. Donc, vous voyez bien où est-ce que j'ai mis le début de mon vecteur vert. La force élastique, elle s'applique sur le bord. C'est le ressort qu'il applique sur le bord du bloc A. Donc, la force élastique, elle doit commencer ici, à l'extrémité du ressort. La force de contact, elle est exercée par la table sur le bloc A. Donc, son origine doit être ici, à la séparation entre la table et le bloc. D'accord ? Et vous représentez chacun des vecteurs avec la longueur qu'il faut. Alors maintenant, pour le bloc B, on fait pareil, le poids, la force CAB et la force de contact à partir de ces composantes, évidemment. Vous tracez CB parallèle, CB perpendiculaire et vous faites la somme pour avoir CB. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Je vous enverrai le PDF. Je vais le compléter. Il y a quelques petites étapes qui manquaient. Je vais le compléter. Je vous l'enverrai avec la vidéo. Voilà. Donc, à la rentrée, on traitera des exercices de la série numéro 4. Il faudra que je pense à vous la mettre dans la classroom. Je vous ai donné la série énergie, non? Non, vous n'avez pas envoyé. Donc, je vous donne la série énergie, oui, le PDF de la série numéro 3. Voilà, donc ça sera mis en ligne ce soir ou au plus tard demain matin. Mais madame, Oui. ces exercices que vous avez proposés dans cette série, la série 3, Oui. ils sont considérés